Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Mémo. Aujourd'hui, je voudrais vous partager un sujet qui me tient à cœur, qui est la création de contenu et notamment le fait de créer un média avec son entreprise pour trouver plus de clients. Mais avant d'attaquer dans le vif du sujet, je voudrais vous partager les quelques actus de la semaine. Il n'y en a pas beaucoup, ça va aller vite. La semaine dernière, j'étais tranquillement, enfin c'était samedi dernier d'ailleurs, j'étais tranquillement en train de chiller le matin en même temps que je buvais mon café, qui n'était pas un café d'ailleurs, mais une chicorée. Oui, rigolez, une chicorée. Je ne bois plus de café, la caféine, ça marchait pas trop avec moi parce que j'avais du mal à dormir. Donc testez ça si vous avez un petit peu de mal à dormir, de switcher sur une autre substance, sans théine, sans caféine, sans excitant en fait, si vous avez des soucis pour dormir. Depuis, je dors beaucoup mieux, donc je suis passé sur de la chicorée. En plus de ça, ça vient du nord de la France, donc ça n'a pas besoin de traverser l'Atlantique ou toutes les mers et les océans pour venir jusqu'en France, comme ce qu'est le cas avec le café. Bref, les actus, je le disais, j'étais tranquillement en train de boire ma chicorée. C'est vrai que ça fait bizarre de le dire, ça fait vraiment vintage, gros boomer, genre après-guerre et tout. Mais bon, tant pis, j'assume. Quand je suis tombé sur un post de Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle, c'est le job board, un peu nouvelle génération, sur lesquels il y a souvent quand même des annonces liées à la tech, même si maintenant les entreprises un peu plus traditionnelles se sont mises à publier dessus, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait le public qui était au rendez-vous. Et donc là, sur quoi je tombe? Un post de coach en numérique, en digital, accompagnement digital pour Google, à Marseille. Et là, je me dis, attends, je lis bien là, c'est vraiment à Marseille qui cherche un coach? Et oui, et là j'ai découvert un monde qui existait que je ne connaissais pas. Il s'agit des ateliers numériques. C'est un programme qui a été créé par Google qui embauche des coachs, alors qui les embauche pas d'ailleurs, qui recrute des coachs en freelance pour accompagner des entreprises d'une région bien particulière sur la transition digitale. Donc c'est complètement gratuit pour les entreprises. Google met un budget à disposition de ce programme, donc atelier numérique, qui est piloté par des tierces, peu importe, je ne vais pas vous raconter les détails, on s'en fout. Donc il y a un budget et Google prend des coachs en freelance, les rémunère, 50 € de l'heure à peu près je crois, et donc ça fait 400 € au jour, parfois un peu moins cher si c'est en one-to-one, bon bref, en tout cas c'est à peu près ça, le TJM, pour aller se balader en région et aller pour France Travail, donc Pôle emploi, pour aller dans des institutionnels, chez des institutionnels, pour les former sur les métiers du digital, pour essayer que les entreprises un peu plus tradies, qui sont pas forcément très à jour sur le digital, puissent grandir. Voilà. Donc j'ai postulé. À l'époque, je connaissais pas le TJM. Maintenant, je le connais. J'avoue que ça m'a un peu refroidi. 400 € la journée. Moi, je suis plutôt aux alentours de 800-850 € en régie et parfois un peu plus cher en coaching. Donc bon. Je vais aller au bout du process, on verra bien ce que ça donne, ça peut être sympa. Au-delà du prix du TJM, c'est la mission qui est intéressante, pouvoir accompagner des boîtes dans leur transition digitale. Les sujets sont intéressants et ça colle parfaitement avec ce que je fais. Donc voilà, ça c'était l'actu, j'ai postulé, j'ai déjà fait 2 rendez-vous, un avec les RH, un avec le chef de projet. Il reste un dernier rendez-vous, je crois que c'est le cas pratique. Et après, on verra. Si je vois que je vais pas les faire galérer, si je sais déjà que je vais pas candidater, je leur dirai, laissez tomber. Ça correspond pas. Alors après, c'est des déplacements aussi. Donc 50 € pour aller faire 2 heures de route pour aller, je sais pas moi, à Nice, parce que la région sur laquelle je suis, Provence-Alpes-Côte d'Azur, intègre aussi la Bourgogne. Enfin bon, c'est une région un peu, un peu folle. C'est tout l'Est, sauf le Nord-Est, on va dire. Donc ça va jusqu'à la Bourgogne. Donc s'il faut aller faire 4 heures de train pour faire 2 heures d'atelier, enfin bon, ça peut être un peu chiant. Bref. En tout cas, le sujet était intéressant. Voilà, j'espère que cette partie vous a pas trop saoulé sur les petites actus. On va passer dans le vif du sujet. Créer un média avec son entreprise pour trouver des clients. C'était un peu le sujet, c'est le sujet de la newsletter. Comme d'hab, je mets le lien en description si la partie écrite vous intéresse plus que la partie audio. Voilà, sinon écoutez ça tranquillement en faisant votre petite séance de sport, votre petite séance de marche, de cuisine, de paperasse, de ménage, que sais-je. Et on va parler de tout ça. Alors, moi je trouve que déjà, il y a un truc, les entreprises qui créent du contenu efficacement parlent de ce qu'elles savent plutôt que de ce qu'elles vendent. Ça, c'est un gros point que j'ai noté sur les médias efficaces qu'ont réussi à créer les entreprises, c'est qu'elles partageaient un savoir dans leur domaine, ou de l'entertainment, du divertissement. Mais elles parlaient rarement de ce qu'elles vendaient directement. En fait, il ne faut pas que ce soit vu comme du démarchage de vouloir créer un média, parce que sinon ça fonctionnera pas. Il faut apporter sincèrement du contenu, soit pour divertir, soit pour apporter de la valeur, mais il faut le faire sincèrement et objectivement, sans arrière-pensée. C'est ce qui marchera le mieux. Et puis après, si les gens ont besoin de vos services, parce que bien sûr à l'intérieur, il faudra juste parler quand même de qui on est et de ce qu'on fait par ailleurs, au-delà du média, et si les gens ont besoin des services ou des produits,
ils penseront à nous directement. Donc, pour bien illustrer ce qu'est un média créé par des entreprises, j'ai pris 5 exemples, un peu plus je crois, 5 ou 6, je sais plus, bref. Le premier exemple, assez connu, si vous êtes là, c'est que vous écoutez des podcasts, et si vous écoutez des podcasts, vous connaissez forcément Génération Do It Yourself. Derrière Génération Do It Yourself, il y a Mathieu Stéphanie. Derrière Mathieu Stéphanie, il y a Cosa Vostra, une agence digitale, multicanal, bref, une agence digitale stratégique, qui accompagne des entreprises sur tous leurs sujets stratégiques. Et donc Mathieu Stéphanie a créé ce podcast Génération Do It Yourself. Je ne suis pas certain qu'à la base c'était pour trouver des clients, néanmoins je pense que ça lui apporte des clients derrière. En tout cas, soit il rémunère son podcast en tant que podcast, en tout cas ça lui apporte des clients pour Cosa Vostra, à n'en pas douter. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il ne parle pas directement dans son podcast de ce que vend Cosa Vostra. Ils interviewent des entrepreneurs qui partagent leur retour d'expérience. Donc ça, c'est le premier exemple d'un média créé par une entreprise qui fonctionne, puisque c'est par Cosa Vostra qu'est née Génération Do It Yourself. D'ailleurs, il le dit, je suis Mathieu Stéphanie, Cosa Vostra, en début de chaque intro, etc. Et donc on se dit, tiens, si on a besoin d'une agence, un jour on pensera à Mathieu Stéphanie. Mais je dis juste au début rapidement, de temps en temps il en parle à l'intérieur du contenu, quand ça a de la valeur pour le récit, mais il n'en parle pas en mode pub, mais après il laisse de côté. Premier exemple. Deuxième exemple, un peu plus tradi, le labo Fnac. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit peu plus niche, mais Fnac, c'est le célèbre magasin d'électroménager, technologique, etc. On le présente plus. Et ils ont sorti il y a quelques années, ça fait déjà plusieurs dizaines d'années même, je pense que le labo Fnac existe, et c'est un média pour moi qui est un peu séparé de Fnac. D'ailleurs, ils ont un site à part sur lequel ils vont faire de la comparaison de produits, des tests produits, des reviews produits, pour essayer d'apporter de l'information intéressante aux acheteurs, en tout cas aux visiteurs web, parce que c'est pas forcément que les visiteurs de la Fnac, ils sont hyper bien référencés sur certains mots-clés. Ils ont une notation assez objective, ils vont pas non plus défoncer des produits, alors l'objectivité a ses limites, ils vendent quand même des produits. S'ils commencent à défoncer les produits qu'ils vendent, c'est compliqué, mais on va dire qu'ils vont quand même apporter un regard un peu objectif. D'ailleurs, ils sont assez reconnus là-dessus, ils ont leur objectivité, et les gens ont confiance dans ce labo, même si derrière, il y a de leur redirection vers les produits qu'ils vendent. Il y a quand même un travail rédactionnel qui est fait, et un travail de neutralité qui est fait. À vérifier quand même malgré tout. S'ils ne poussent pas certains produits, je ne pense pas que ce soit le cas, mais en fonction des stocks qu'ils ont, etc. S'ils ont besoin d'écouler des stocks, ils vont le mettre avec une meilleure note qu'un autre. Honnêtement, je pense pas. Bon, maintenant, ils parlent quand même des produits qu'ils vendent, pour le coup. Mais ils apportent une information différente qui est un comparateur, des reviews, des tests, etc. Autre exemple, Red Bull avec la Red Bull TV. Est-ce qu'on a besoin de... Je renote en même temps parce que je suis en train de continuer... pas en même temps que je parle, bien sûr, mais j'étais en train d'écrire la version newsletter. Donc on a besoin de présenter Red Bull? Non, je pense pas. En fait, Red Bull est presque plus connu par son média que par son produit désormais. Alors, on sait qu'ils vendent des boissons énergisantes, bien sûr, c'est hyper connu, mais on sait aussi qu'ils sponsorisent des athlètes, on sait aussi qu'ils produisent du contenu sur le sport extrême, on sait aussi qu'ils organisent des événements. Bref, ils sont presque plus, je le disais, connus par leurs médias désormais que par les produits qu'ils vendent. Et donc on a une association entre Red Bull, la marque, et le sport extrême. Et ça, c'est plutôt cool, parce que le média a carrément dépassé la marque. Et je serais curieux de voir combien d'argent ils gagnent avec le média à proprement parler, versus leurs produits. Parce qu'il y a un moment où, quand le média devient suffisamment fort, plutôt que d'être un outil de découvrabilité pour l'entreprise, il peut devenir un business à part entière. Génération Do It Yourself, je pense que c'est le cas. Ils sponsorisent leur podcast. Red Bull avec la Red Bull TV et les sponsorings d'athlètes, je pense aussi que c'est le cas, avec les événements qu'ils créent, etc. Ensuite, un autre exemple, le troisième, il s'agit de Patagonia et la cause écologique. Patagonia, c'est une marque de textile de sport, outdoor, mais aussi quand on parle de Patagonia, en fait, on fait souvent l'association avec la cause écologique. Donc Patagonia, plutôt que communiquer sur les produits qu'ils vendent, etc., faire des vidéos sur notre veste, textile, machin, et résistante à la pluie, ils ont pris l'axe plutôt, eux, de l'écologie. Alors, à mon avis, c'est par conviction d'abord, plutôt que par attrait mercantile. Néanmoins, force est de constater que ça fait connaître la marque derrière, bien sûr. Donc, ils ont créé des documentaires, des livres autour de tout ça, des valeurs, des entreprises, causes associatives. Ils créent des événements. D'ailleurs, un événement début juin, ça vous intéresse, j'en reparlerai. Ça s'appelle Run Up for the Air, RUFA. Et donc, il faut s'inscrire sur un truc Strava et récolter le maximum d'activités, je crois, en termes de dénivelé, pour aller faire parler de la cause, faire connaître la cause. Donc j'ai commencé à inviter les gens que j'avais dans mon réseau sur Strava,
Et c'est du 1er au 9 juin, je crois, il faut faire plus de 1000 pieds de dénivelé, je crois. Parce que c'est en pieds, donc je sais pas combien ça fait en mètres, mais il faut tabasser un peu. Voilà, donc ça pourrait être intéressant, j'en parlerai dans les actus aux alentours de juin sur ce sujet-là. Et ensuite, le dernier exemple qui est très concret, c'est HubSpot avec son contenu autour du marketing. Voilà. Ils auraient pu créer du contenu autour de leur CRM, ils ont plutôt créé du contenu autour de la cible adressée par leur CRM, la stratégie marketing. Et on verra d'ailleurs, parce qu'on va enchaîner aussi, sur les critères communs à toutes ces marques qui ont réussi à créer un média efficace. On va le voir tout de suite, j'en ai listé plusieurs, ça permet de savoir un petit peu comment se lancer, on verra après les outils et les actions concrètes. Mais si on veut se lancer, soit on lance un média sans réfléchir, soit on fait par mimétisme de ce qui fonctionne chez les autres. Et moi, j'ai noté un petit peu les points communs, les critères communs qui étaient présents dans les 5 exemples que je viens de citer. Donc le premier, c'est de ne pas parler directement de ce qu'on vend. Ça, je l'ai assez répété dans les exemples. Si on vend un CRM, ça sert à rien de faire un média sur le CRM. Sinon, on devient vite un arbre de Noël publicitaire, le média devient un arbre de Noël publicitaire et ça sert à rien. Il y a des trucs brillants partout, des boutons d'appel à l'action, des liens vers acheter mon produit, des bidules, franchement, ça va casser toute la valeur que peut être véhiculée à travers d'un média neutre. Enfin, neutre. Toujours une marque derrière, bien sûr, mais vous avez compris le principe. Si Patagonia se mettait à faire des encarts publicitaires au milieu de leur documentaire sur l'écologie, ça ferait tâche. Voilà. Si Red Bull... alors Red Bull, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a toujours leur boisson qui traîne, mais franchement, des fois, on voit juste un événement et on voit juste la marque Red Bull, mais ils parlent pas forcément de « Ouais, notre boisson, elle fait ci, elle fait ça, gagner de l'énergie ». Ils en font pas la promotion, en fait. Donc c'est ce qui fonctionne, c'est de créer un média qui parle pas directement dans ce qu'on fait. Donc si vous voulez vous lancer demain, si on veut se lancer demain, il va falloir trouver un angle qui va permettre d'adresser le public, c'est-à-dire ça va être le second point, sans parler directement de ses produits. Il faut trouver un angle indirect qui va permettre de rentrer dans le paysage du public qu'on adresse sans pour autant évoquer directement ses produits. D'ailleurs, c'est le deuxième point commun que j'ai noté, c'est que dans toutes les stratégies de médias, on sent qu'il y a eu une recherche d'audience qui a été faite. C'est-à-dire qu'il faut que l'audience du média qu'on veut créer colle avec les clients types qu'on adresse avec nos produits ou nos services. En gros, HubSpot, quand ils ont créé le blog sur le contenu marketing, stratégie commerciale, ils savent qu'ils s'adressent à des directeurs commerciaux, à des dirigeants. Qui va acheter un CRM? Des directeurs commerciaux, des directeurs marketing et des dirigeants. Donc, ils ont la même audience des deux côtés. L'audience pour leurs médias et l'audience pour la transformation de leurs produits et leurs services. Bah oui, on va pas faire ça non plus gracieusement. On veut se faire connaître, même si on veut apporter sincèrement de la valeur. Il faut pas que ce soit vu comme une façon de promouvoir. Il faut pas que ce soit le leitmotiv numéro 1. Mais derrière, si on peut en tirer des bénéfices, c'est bien. Donc voilà, même chose pour quel exemple je pourrais reprendre, mais le labo Fnac, derrière, forcément, ils parlent des produits qu'ils vendent, mais ils le font indirectement en apportant des tests et des comparatifs. Et ça, je trouve ça, c'est hyper important. Génération Do It Yourself, pareil, il fait pas un podcast sur la stratégie marketing à travers des sites web, etc. Non, il fait de l'interview d'entrepreneurs, et l'interview d'entrepreneurs, par contre, ça s'adresse derrière à un public qui est le même que son audience cible qui va acheter ses produits ou ses services. Donc il faut quand même réussir à faire ça. La bonne piste, c'est de trouver la mission profonde de l'entreprise. Moi, j'aime bien commencer par ça avec les clients que j'accompagne. Quelle est votre mission en tant qu'entreprise? Le fait de trouver sa mission sincère, en faisant la règle des 5 pourquoi, oui mais pourquoi tu fais ça, oui mais pourquoi tu fais ça, oui mais pourquoi tu fais ça, et derrière on a la vraie mission. Qu'est-ce qu'on fait? J'accompagne un éditeur, je vais prendre un exemple, de GMAO, qui est un outil qui permet de faire de la maintenance, notamment dans les collectivités publiques, mais pas que. La mission, c'est pas de vendre un logiciel pour faire de la maintenance. La mission, c'est d'aider les services techniques à se digitaliser. Voilà. Ça, on a mis le doigt dessus au cours d'une recherche. J'ai essayé de comprendre ce qu'ils faisaient, comprendre les valeurs de l'entreprise, et paf, la mission est arrivée. Voilà. Aider les services techniques, d'ailleurs, au sens large du terme, à grandir, à performer. Certes autour de la transformation digitale, comme ça on rentre dans l'angle aussi du logiciel qu'on vend. Donc le contenu qu'on va créer pour cette entreprise-là, ça va être un contenu de type newsletter informative sur les innovations dans les villes, parce qu'on s'adresse aux collectivités publiques, les innovations dans les services techniques intéressants, etc. etc. Mais on va pas parler de GMAO directement. Et non, on casserait toute la valeur profonde de ce qu'est un média. Le média, il est là pour informer ou divertir. Il n'est pas là pour faire de la promotion de ses produits. Ça se fait indirectement parce que les gens penseront à nous. De temps en temps, on dira, on est UpPlace. Je parle d'UpPlace, je sais que je peux les citer, c'est pour ça. On est UpPlace, on sort une GMAO et hop, tout de suite, on passe à autre chose. Faut pas que ce soit vu comme un support de pub, surtout pas. Donc il faut adresser, c'était le deuxième point, trouver un public, une audience commune entre le média et les produits et les services qu'on vend.
Troisième point commun, je trouve qu'ils ont séparé le média de la marque. Si on prend le labo Fnac, c'est le labo Fnac, c'est pas Fnac. Red Bull TV, c'est Red Bull TV, c'est pas Red Bull. Génération Do It Yourself, c'est pas le podcast de Cosa Vostra, c'est Génération Do It Yourself, etc., etc. Ça rejoint les 2 points précédents. Si on veut être vu comme quelqu'un qui apporte de l'information intéressante ou du divertissement, il ne faut pas que l'association avec la marque et le produit soit si facile que ça à faire. Voilà, il faut que ce soit indépendant pour qu'on arrive en fait dans le fil d'actualité des gens ou dans le quotidien des gens par une information intéressante et indépendante. Même si derrière de temps en temps on mettra des liens redirigés vers le produit et les services qu'on vend, le but c'est aussi de faire des backlinks, mais c'est d'être aussi sur un concept indépendant, trouver un concept fort. Pour exemple, reprendre l'exemple que j'ai cité, là on a sorti la newsletter qui s'appelle Digital DST. Donc DST c'est quoi Direction des services techniques. Et donc on va apporter du contenu. On n'a pas appelé ça la GMAO, Upplace Newsletter. Upplace c'est le nom de l'éditeur que j'accompagne. Voilà, on a appelé ça vraiment Digital DST. Alors, le nom est encore en friche, on va essayer de le retravailler, mais c'est un bon exemple pour vous dire qu'on a complètement sorti. Et d'ailleurs, on n'a pas du tout mis... on a sorti aussi technologiquement le support, on a créé un blog sur Ghost. D'ailleurs, j'en parlerai pour les outils à utiliser. On a sorti ça complètement et on a mis ça ailleurs. Par contre, à l'intérieur de la newsletter Ghost, on redirigera de temps en temps vers le site qui lui vend les produits et les services. Sur le site qui vend les produits et les services, là où on peut s'abonner du coup au logiciel, il y a aussi un lien vers la newsletter, quand même, parce qu'on peut faire un petit encart ressources pour faire un lien entre les deux. C'est pas non plus, faut pas non plus que ce soit complètement indépendant. Alors ça existe, si on veut transformer son média en revenu, on peut aussi le faire. Mais c'est bien de faire un lien, parce qu'en fait, il y a 2 choses. C'est soit le média concret, c'est une source de revenus, et dans ce cas-là, c'est plus un média, mais c'est un produit qu'on vend, finalement. Ou alors le média permet de pousser aussi derrière le branding de la marque, etc. J'ai plus le terme en tête, mais la renommée de la marque, etc. Voilà les 3 points communs que j'ai notés à tous ces exemples qui ont bien fonctionné. Et le dernier point de cet épisode de podcast, c'est de voir un petit peu la stratégie pour déployer ça, sur quelle plateforme créer un média, avec quel outil. Alors déjà, la question, est-ce qu'il faut se lancer sur une seule plateforme ou plusieurs ? Il y a toujours une règle qu'on arrive à voir qui dit, au début, il ne faut pas diluer son énergie, lance-toi sur un seul support, une seule plateforme, LinkedIn, Twitter, choisis-en une et va à fond dessus. Et après, quand tu as été à fond dessus, tu peux aller sur les autres plateformes. Je suis un peu partagé avec cette façon de voir les choses. En fait, certes, c'est bien de se concentrer sur une plateforme pour pas diluer son énergie, mais c'est dommage de se fermer aux audiences qu'il peut y avoir ailleurs. Une audience Twitter, c'est pas la même qu'une audience LinkedIn. Carrément, ça n'a rien à voir. Une audience YouTube, c'est pas la même qu'une audience podcast. Ça n'a rien à voir. Donc, certes, je trouve que c'est bien de se concentrer sur une plateforme principale. Donc j'aime bien se dire, moi j'ai 7 plateformes principales. Par exemple, moi dans ma stratégie, ma plateforme principale, c'est LinkedIn et YouTube. J'en ai 2. Alors, c'est des plateformes différentes, parce qu'il y en a une, c'est de la vidéo, l'autre, c'est du texte. Donc c'est mes 2 plateformes. Ma plateforme de texte, c'est LinkedIn. J'écris aussi sur Twitter, j'écris aussi sur la communauté YouTube, mais j'écris dans une logique LinkedIn à la base. Mes vidéos sont dans une logique YouTube à la base. Elles sont repurposées derrière, donc je les remets ailleurs, je recycle le contenu ailleurs pour ne pas me fermer à l'autre audience, mais j'ai quand même une plateforme principale. Donc le meilleur des 2 mondes, c'est quoi ? Avoir une plateforme en tête et faire du repurpose, donc de reproposer derrière son contenu evergreen ailleurs sur d'autres plateformes en s'adaptant un petit peu avec le style sans y dépenser trop d'énergie. Vous voyez, là j'enregistre le podcast qui explique comment créer un média. Les 2 heures juste avant, d'ailleurs j'ai passé ces 2 heures en live sur Twitch. En général sur Twitch je fais du coworking, donc je lance un live le vendredi matin, j'écris la newsletter. J'ai écrit la newsletter. Et là, je suis juste en train de reprendre le plan de la newsletter pour en parler sur ce podcast. Je fais du repurpose. Et derrière, j'ai fait un post LinkedIn derrière sur exactement le même thème, avec les 10 exemples, les 5 exemples d'entreprises qui ont réussi à créer un média efficace. Je vais le remettre sur Twitter, je vais le remettre sur Substack. Voilà, il ne faut pas se fermer aux audiences là où elles sont. Les gens qui vous suivent sur LinkedIn ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui vous suivent sur YouTube. Et vous pouvez vous dire, oui, mais imagine, les gens ils nous suivent partout, ils vont être barbés. Les gens qui vous suivent partout sont des gens rares. Les gens qui vous suivent partout vous kiffent, vous surkiffent. Donc certes, ils verront votre contenu plusieurs fois, mais ils se désabonneront pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des gens qui vous suivent sur une plateforme ne vous suivent pas sur une autre. Moi, les gens que j'ai sur Twitter, j'en ai pas beaucoup, 200 je crois à peu près, ils ne sont pas forcément sur LinkedIn. Et les gens que j'ai sur LinkedIn ne sont pas forcément sur YouTube. Donc si je produisais le contenu que sur LinkedIn, je pourrais potentiellement me fermer une porte à d'autres médias. À d'autres audiences en fait. Pas à d'autres médias.
Et si on fait la somme des gens qui nous suivent, bah, j'en ai 200 sur Twitter, par exemple, j'en ai 1800 sur LinkedIn, 4200 sur YouTube, bah, ça plus ça plus ça fait une audience qui commence à être assez conséquente. Malgré le fait qu'il y a un tronc commun, Discord, j'en ai 600, etc. Voilà. Donc, moi, je trouve que la stratégie qui est d'être partout fonctionne, mais en réutilisant le contenu plusieurs fois. C'est sûr que si on doit produire du contenu exclusif à Twitter, exclusif à LinkedIn, exclusif, bah, on fait que ça en fait, hein, et puis on travaille plus pour sa marque ou son entreprise. Alors attention, hein, si on veut créer un média, ça marche. Comme je le disais, si on veut se rémunérer à travers ce média, ça marche. Moi, c'est pas mon cas. Je sais que ce business model existe, mais je suis largement pas assez d'abonnés encore pour en vivre. En tout cas sur YouTube, c'est là où j'ai le plus de monde. Clairement, je peux pas du tout en vivre. Donc c'est un média, moi, c'est des choses de découvrabilité, c'est des supports de découvrabilité pour mes services de coaching et de conseils aux entreprises sur les stratégies marketing, la tech, etc. Comment choisir sa plateforme? Deuxième point, bah, il faut aller là où l'audience et la cible est déjà. Si vous avez un resto, allez sur Insta. Si vous vendez du conseil, allez sur LinkedIn. Si vous faites des formations, allez sur YouTube. Il faut se dire quelle est ma mission. À travers cette mission, j'accompagne quelle cible et sur quelle cible, où est cette cible? Sur quel support elle est déjà? Toujours des cibles, plus ou moins des gens qui consomment de la food. En général, ils sont sur Insta, ils regardent un petit peu les reviews, etc. Donc il faut aller sur Insta. Ça, c'est la première chose pour choisir sa plateforme. Allez là où votre cible est déjà. La deuxième chose, c'est aller là où vous avez déjà une audience établie. Si vous ouvrez un resto et que vous avez déjà 10 000 personnes qui vous suivent sur LinkedIn, bon, bah, il va falloir trouver un angle pour que ce soit LinkedIn la plateforme principale, avec du building public, par exemple, entrepreneur, qui fera connaître votre resto à travers la notoriété de votre personal branding d'entrepreneur. Voilà. Ça peut être un axe et vous avez déjà 10 000 personnes, donc ça va être facile après de les faire venir ailleurs. Donc consolidez la plateforme sur laquelle vous avez déjà une audience et essayez derrière de les faire venir ailleurs, les faire venir là où votre audience naturelle est déjà. Donc à travers les 10 000 abonnés de cette personne qui lance son resto, on va les faire venir gentiment sur Instagram. Parce que dans les 10 000 qui vont pouvoir ressortir en aimant aussi la partie resto, on se retrouvera sur Instagram pour ça. Il ne faut pas confondre découvrabilité et conversion. Il y a un temps pour tout. Il y a des supports de découvrabilité, YouTube, il y a des supports comme les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, il y a des supports de conversion, newsletter, podcast par exemple, où on rentre un peu plus, on a déjà l'adresse email, etc. de la personne. Et donc plus on transfère de la découvrabilité vers la conversion, plus on arrive vers nos produits ou nos services. Donc un article de blog, c'est de la découvrabilité. Une newsletter sur ce même article de blog, c'est de la conversion. C'est là où on va transformer derrière l'audience qui nous suit sur le média. Des vidéos YouTube, c'est de la découvrabilité. Les liens en description de la vidéo YouTube, c'est de la conversion. Des posts LinkedIn, c'est de la découvrabilité. Un lien vers la newsletter en commentaire, c'est de la conversion. Donc un média, sauf encore une fois, s'il vous sert de business model à part entière, c'est un outil de découvrabilité qui va vous servir derrière à renvoyer vers des plateformes de conversion, des landing pages, etc. Votre newsletter, où là, vous allez pouvoir dire des produits digitaux sur Gumroad, ça c'est de la conversion, ce genre de choses. Voilà, des livres blancs, des templates Notion, etc. Et on termine ce petit guide sur, ça fait combien? 23 minutes, ça va faire 25 minutes si on termine le petit guide avec les outils, ça va être cool. 25 minutes, j'aime bien ce format podcast, comme ça on parle des actus, boum, ça va vite, on délivre l'information derrière avec de la valeur. Moi j'aime bien délivrer de la valeur. S'il faut parler de moi un jour, je le ferai. Je ne suis pas certain que les gens me suivent, en tout cas sur YouTube, pour voir mes coulisses pendant 1 heure et 10 minutes d'apport de valeur. Donc bref, dites-moi en commentaire, allez voir la newsletter et mettez-moi en commentaire si vous préférez avoir un format actu un peu plus long ou un format valeur un peu plus long et pas du tout d'actu, par exemple. Quelques outils intéressants pour lancer son média. C'est un peu gadget parce que lancer son média, c'est créer du contenu. Pour créer du contenu, il faut créer du contenu. De toute façon, c'est se poser dessus. Moi, j'accorde toutes mes matinées à la création de contenu et toutes mes après-midi à mon conseil. Alors certes, je me prive d'une partie de revenus que je pourrais gérer le matin, mais j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur le média. Donc le lundi matin, en général, je fais un webinaire sur YouTube en live. Le mardi, une vidéo. Le mercredi, des posts LinkedIn, Twitter que j'écris un petit peu à l'avance, en tout cas les brouillons. Le jeudi, une vidéo, j'essaie d'en faire 2 par semaine. Et le vendredi, newsletter, podcast. Et oui, tout ça, ça prend du temps. Et c'est ce qui me permet de trouver des clients, concrètement. C'est mon média, que j'appelle ça, le mémo. C'est mon vecteur numéro 1 qui me permet de trouver des clients. Donc je fais LinkedIn, Twitter, Substack, non, je me suis passé sur Ghost, j'ai un Discord. Je fais des lives sur Twitch, des lives sur YouTube. Et j'oublie certainement des choses. Donc ouais, tout ça, ça prend du temps. Mais faut pas oublier qu'il n'y a pas d'outils magiques qui vont vous permettre de faire le média à votre place, il faudra du temps. Après, par contre, il y a des choses qui peuvent vous aider. Moi, j'utilise Typefully, j'en ai déjà parlé, pour rédiger des posts sur Twitter et LinkedIn à la fois. J'aime bien rédiger mes posts sur Twitter,
même s'ils sont destinés à LinkedIn derrière, juste pour être bref. Comme ça, je développe un point. En fait, dans Twitter, j'utilise la fonctionnalité Thread qui est intégrée à Typefully. Et comme ça, je développe un point par tweet, 280 caractères, pas plus. Ça me permet d'avoir des posts bien construits derrière où chaque élément intéressant tient dans un tweet. Et derrière, ça me fait un gros post LinkedIn puisqu'il a consolidé le thread que j'ai écrit pour Twitter à la base. Mais je n'écris pas pour une audience Twitter. Même si j'essaye de développer aussi mon audience sur Twitter, je sais que ma plateforme, c'est LinkedIn. Donc je me dilue pas là-dessus. C'est juste un outil d'aide à la rédaction. Ensuite, il y a Clap. Clap, c'est un petit outil qui permet d'enregistrer des vidéos en un clic. Il y a Loom qui existe aussi, c'est un peu pareil. Si vous voulez lancer sur YouTube au début, vous n'aurez pas la qualité de production de Red Bull, vous n'aurez pas la qualité de production de Patagonia et de ses documentaires, mais ce qui est fait est mieux que parfait. Parfois, les choses parfaites, on les sort pas, alors que les choses faites, on les sort fatalement, et elles sont perfectibles, certes, mais au moins elles sont sorties. Ça, je le dirai en conclusion. Mais en tout cas, Clap va vous aider à faire des vidéos, vous enregistrez votre écran avec votre webcam, et après ça roule, vous produisez de la valeur. J'ai eu 4000 abonnés rien qu'en faisant ça sur YouTube. Et 4000 abonnés sur YouTube avec un sujet de niche comme les outils pour PME et la stratégie marketing, c'est pas mal, je suis content. Je sais que je peux aller plus loin que ça, je vais essayer de développer la chaîne YouTube, mais rien qu'en faisant un facecam, en partageant mon écran, avec un setup minimaliste et des vidéos au début sur Clap et Loom. Maintenant, je suis passé sur OBS. D'ailleurs, si vous êtes déjà bien calé sur les vidéos, regardez du côté d'OBS, ça peut aussi vous permettre de faire des lives. Ensuite, pour la newsletter, il y en a 3. Ghost, Substack et Beehive. Peu importe, l'un des 3 que vous utilisez, le tout c'est de sortir une newsletter, de pouvoir laisser la possibilité aux gens de s'abonner, donc peu importe ce que vous prenez. Et la dernière petite astuce d'outil, c'est Gumroad, pour pouvoir mettre des liens de conversion cette fois-ci vers des livres blancs, des templates, des choses comme ça, qui permettent de gentiment faire la transition entre le média et les produits et les services que vous vendez. En conclusion, pour conclure ce podcast, j'espère que ça vous a plu déjà. N'hésitez pas à aller mettre des petits commentaires, des petites notes sur votre plateforme d'écoute préférée. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent ce podcast sur YouTube, donc grosse dédicace à vous. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire si ça vous plaît, à me dire, parce que c'est facile de mettre des commentaires sur le podcast YouTube, à me dire si vous préférez avoir un peu plus de contenu autour de ce que je fais, un peu les actus, ou si vous préférez carrément que je dégage cette partie-là pour qu'on se concentre uniquement sur la valeur et les choses que je peux apporter autour de mon expertise, ou un mix de deux, ou alors comme ça, tel que je le fais, 2-3 minutes au début, ça vous va. Pareil, si vous êtes sur Spotify, je crois que c'est assez facile de noter, pas sûr qu'on puisse mettre de commentaires. Sur Apple, je vous demande pas de noter parce que globalement c'est un peu compliqué. Faut retourner sur le podcast, aller tout en bas, bref, c'est un peu un enfer. Même si ça aide le podcast à se faire connaître, donc si vous avez 5 minutes, n'hésitez pas à le faire, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Ce qu'il faut retenir, fait est mieux que parfait. N'attendez pas d'avoir la qualité audio de Mathieu Stéphanie pour lancer un podcast. N'attendez pas d'avoir des invités pour lancer un podcast. Regardez, je fais un solo podcast, j'ai eu besoin de personne pour le faire. Je partage ce que je sais et je suis découvrable sur Apple Podcast, découvrable sur Spotify, découvrable sur Apple Music, sur YouTube Music, c'est là où ils diffusent les podcasts. N'attendez pas d'avoir les images de Red Bull avant de lancer votre outil, votre média vidéo. Bref, vous avez compris le principe. Fait est mieux que parfait, lancez-vous et vous progressez en faisant plutôt qu'en essayant de faire parfaitement du premier coup. J'espère que ce petit épisode vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Baptiste du Mémo, bonne fin de semaine et bon week-end, ciao.